Bonjour et bienvenue à tous sur ESS On Air. C'est l'émission de Mediatico dans laquelle les acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent la parole sur l'actualité. C'est une semaine sur deux. C'est en live sur nos réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous abonner surtout pour nous suivre de façon régulière. Alors aujourd'hui, dans ESS On Air, on ne va pas trop parler de politique, on ne va pas trop parler de Covid parce qu'on a d'autres informations à vous communiquer, d'autres infos que celles qu'on voit à la télé d'habitude. Et alors on va parler un petit peu de Pierre Rabhi, on va parler de l'enquête publiée dans Les Échos sur la galaxie Emmaüs. Et puis on va surtout parler d'une actualité qui surpasse toutes les autres en ce moment, et en particulier aujourd'hui, c'est Noël évidemment. Noël dans l'économie sociale et solidaire. Et on va en parler sur le plateau de Mediatico, ici avec deux invités que j'ai grand plaisir à recevoir. Maud Sarda, d'abord. Elle est cofondatrice, bonjour Maud, elle est cofondatrice et directrice de Label Emmaüs. C'est une plateforme en ligne où on peut acheter des cadeaux de Noël. Maud, combien on trouve d'objets en vente aujourd'hui sur Label Emmaüs ? 1 700 000 à peu près. C'est pas mal. Il y a de quoi faire ses achats Noël. Ben c'est ça, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de les faire, il vous reste quelques heures. Et puis Nicolas Tisse. Nicolas, bonjour. Alors Nicolas, il est entrepreneur social, il est directeur d'un fleuriste écologique et solidaire. Moi, je croyais que tous les fleuristes étaient écolos, apparemment, c'est pas vrai. Ça s'appelle Du pain et des roses. Et Nicolas, donc, vous créez de l'emploi avec des fleurs. Exactement. En fait, Du pain et des roses forme des femmes en réinsertion au métier de fleuriste, mais aussi des activités économiques, un kiosque à fleurs, des activités événementielles, une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez commander, dupainetdesroses.org. Et petit coup de pub, ça y est, c'est parti. En fait, on est là pour ça. Cette activité économique nous permet également de créer de l'emploi et des opportunités pour les femmes que l'on accompagne. Combien d'emplois vous avez créé depuis 3 ans que vous existez ? On est une équipe de 13 personnes chez Du pain et des roses. Ok, bravo Nicolas. Un grand merci en tous les cas à tous les deux d'être là aujourd'hui. Alors comment regardez-vous l'actualité ? Quelles infos positives vous voulez partager avec nous ? Et puis quelle est votre propre actualité ? C'est ça qu'on va voir tout de suite avec vous deux dans ESS On Air. Alors l'actualité de la semaine dans ESS On Air, ça aurait pu être le variant Omicron, ça aurait pu être Valérie Pécresse ou Christiane Taubira pour l'aspect politique des choses. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais un petit mot tout de même quand même. Nicolas, vous, comment est-ce que vous regardez cette actualité-là, l'actualité générale en tant qu'entrepreneur social ? Tout d'abord sur le Covid, c'est une actualité qui affecte fortement notre activité. Elle affecte déjà d'une part les personnes que l'on accompagne en fait, puisque les personnes qui sont les plus précaires, les plus pauvres, les plus isolées sont les personnes qui sont le plus impactées par le Covid. Et ça c'est une vraie problématique et il y a un choix gouvernemental qui est fait de ne pas aller particulièrement vers ces populations et donc ça pose des problèmes, ça pose des questions. Pourquoi vous dites qu'il y a un choix qui est fait pour ne pas aller vers ces personnes-là, en termes de vaccination, en termes d'accompagnement ? Oui, exactement. Il y a un choix qui a été fait par le gouvernement de ne pas aller chercher les personnes les plus isolées, de ne pas s'installer dans les quartiers où les personnes sont les plus isolées. Et donc ça pose des questions puisque du coup ces personnes-là sont d'autant plus éloignées de la santé de par le Covid. Maud Sarda, vous n'avez pas envie d'en parler de la politique et du Covid. Pourquoi ? Alors, la politique, c'est quelque chose, chez Emmaüs, on aime être apolitique et jamais vraiment se prononcer pour, contre. C'est très important. C'est notre liberté. Préserver la cohésion de la famille Emmaüs ? Oui, c'est vrai, peut-être aussi, mais c'est surtout notre liberté d'interpellation. On a un positionnement absolument neutre, voire qui peut être aussi contre, mais ouvertement contre tout type de parti, finalement, qui ne soutiendrait pas nos valeurs. Donc voilà, c'est plutôt pour ça. Covid, c'est plutôt parce que finalement, je n'ai pas vraiment d'expertise plus que quelqu'un d'autre à apporter sur le sujet. Moi, je soulignerais surtout le manque de moyens pour l'hôpital. Je trouve que c'est assez fou en fait que ça a disparu un peu du débat, cette question. Le nombre de lits fermés. Oui, on voit bien que de toute façon, ces vagues, elles reviendront. Ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on attend juste depuis 2 ans pour doubler, tripler les moyens de l'hôpital ? Quel est le plan d'investissement public pour remettre l'hôpital public à flot ?
Merci pour ce premier avis. On ne s'étend pas sur le sujet, on vous l'a dit, on vous l'a promis, mais on va se pencher sur une autre actualité qui concerne directement Mozarda. C'est cette grande enquête dans les Échos Week-end qui s'appelle la nébuleuse Emmaüs, donc qui a été signée par mon confrère Stéphano Lupieri, que je salue ici. Et on y apprend notamment que la générosité des Français lors du premier confinement a permis de collecter 15 millions d'euros pour Emmaüs France. On y apprend aussi que dans la galaxie Emmaüs, chaque association est autonome, donc il n'y a pas de hiérarchie par exemple comme au Secours catholique. Et puis on y rappelle bien sûr la création par l'abbé Pierre, on y parle des communautés de compagnons, et puis on y parle aussi d'Emmaüs Alternatives, d'Emmaüs Défi, d'Emmaüs Connect et de la belle Emmaüs Mozarda. Comment est-ce que vous avez trouvé cette enquête ? Je l'ai trouvée bien faite parce que c'est vrai que c'est pas évident de comprendre cette fameuse galaxie nébuleuse Emmaüs. Alors, ce mot nébuleuse a un petit côté négatif quand même, voilà, qui m'a un peu interpellée, mais bon, ça c'est le titre pour accrocher le lecteur. Il y a des choses oui, il y a des choses à cacher là-dedans en termes de gestion, et bon, finalement, quand on lit l'enquête, pas du tout, elle est plutôt très positive pour le mouvement Emmaüs. Le plus sensible probablement, c'est ces 15 millions d'euros collectés qui ont suscité un très vif débat en interne chez Emmaüs. Oui, c'est ça qui est difficile à comprendre d'un point de vue extérieur, parce que c'est vrai que le monde associatif, les ONG, traditionnellement, font l'appel à générosité du public. Tout le monde le fait, sauf Emmaüs. Et pas vous, pourquoi ? Voilà, parce que c'est un positionnement qu'on a très fort depuis toujours, et qui est vraiment hérité de l'abbé Pierre. Qui avait décrété que Emmaüs vivrait de son travail. C'est vraiment très important pour que les personnes aussi qu'on accueille, qui travaillent avec nous, retrouvent une dignité, de l'estime d'elles-mêmes. Et les compagnons, ils refusent le RSA par exemple. C'est très fort. Ils refusent des aides auxquelles ils ont droit parce qu'ils veulent vivre de leur travail. Et donc seule la Fondation Abbé Pierre, dans la nébuleuse Emmaüs, est autorisée à faire de l'appel à générosité du public. Donc c'est pour vous dire à quel point la situation était exceptionnelle. Public, il me semble, tout à fait. Voilà. Et parce qu'ils sont sur le logement social, l'hébergement, et donc c'est quelque chose de très coûteux évidemment pour vraiment changer d'échelle là-dessus. Donc voilà. Et donc effectivement, ces 15 millions qui ont été collectés comme ça très rapidement, vraiment très rapidement, ça montre la générosité des Français, la sympathie pour le mouvement Emmaüs. Oui, fait de grands débats en interne, déjà sur pourquoi on a fait un appel à dons, est-ce que vraiment tout le monde était d'accord. Alarmiste d'ailleurs, mais peut-être qu'il y avait des raisons d'être alarmiste. Il y avait des raisons d'être alarmiste, toutes les activités économiques, et vous avez expliqué qu'effectivement, c'est le cœur de ce que vous faites, elles étaient fermées. Il faut comprendre qu'une communauté Emmaüs, ça n'a aucune subvention, ni publique ni privée. Un compagnon, ce n'est pas un salarié, donc on ne bénéficiait pas non plus d'aide avec du chômage partiel. Il n'y avait aucune aide pour survivre en fait dans cette période. Donc un mois de fermeture du mouvement Emmaüs, c'est 20 millions d'euros en moins de recettes. Pour tout simplement héberger, nourrir des personnes. Donc oui, l'appel était assez alarmiste pour ne pas qu'elles retournent à la rue, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de compagnons qui viennent de la rue, qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas de papier. Donc voilà, il y avait beaucoup d'inquiétudes, je pense, à ce moment-là où on ne savait pas tellement ce qui nous attendait. Et finalement, le mouvement Emmaüs a su être très résilient. Les communautés se sont entraidées entre elles, ont été très solidaires, beaucoup de solidarité interne, parce que vous voyez, 15 millions, c'est beaucoup, et en même temps, 20 millions de pertes en un mois. Il y a eu 2 mois de fermeture, premier confinement, donc 40 millions de pertes. Donc heureusement qu'il y a eu de la solidarité interne aussi. C'est des chiffres qui donnent un peu le vertige, mais en même temps, c'est parce que cette galaxie Emmaüs, elle est pléthorique en réalité. Il y a combien d'associations ? Il y a 300 structures quasiment. Oui, c'est conséquent. Il y a quasiment 500 points de vente et points de dépôt en France. Bon, alors, super exposition quand même dans les Échos sur le mouvement Emmaüs. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc bravo pour ça. Et puis bravo aux Échos aussi de l'avoir fait. La Belle Emmaüs, c'est un des petits derniers quand même, parce que la Belle Emmaüs est née il y a quoi ? Il y a 5 ans maintenant ? Il y a 5 ans, voilà, un petit peu plus de 5 ans. C'est
quoi d'abord Label Emmaüs et puis ça fonctionne comment? Label Emmaüs, c'est vraiment le prolongement en ligne d'Emmaüs. Donc c'est une marketplace, labelemmaüs.co, où on va trouver donc 1 700 000 produits sur toutes les gammes. C'est un bric-à-brac géant, donc vraiment le prolongement en ligne du bric-à-brac Emmaüs qu'on connaît bien. Et tous ces produits sont mis en ligne par des compagnons, par des personnes en parcours d'insertion et des personnes qui ne sont pas accueillies que chez Emmaüs, puisqu'on a aussi comme partenaires qui alimentent le site Envie, des ressourceries, la Croix-Rouge. Voilà, donc on est la marketplace de l'économie sociale et solidaire largement. Quand on dit ils alimentent le site, ça veut dire en fait ils mettent des produits en ligne, donc des images et du texte pour expliquer ce que c'est que le produit, ou ils vont les ranger dans des entrepôts qui se trouvent derrière le site internet? Alors, un peu de tout ça. Alors, ils ont tous les dons qu'ils reçoivent, des particuliers, des professionnels. Voilà. Ils vont faire un tri. Ils vont estimer que dans ces dons, il y a certains objets qui méritent d'être vendus en ligne. Ils vont avoir un petit stock dédié à part parce qu'il n'y a pas de traçabilité dans ces boutiques. Il n'y a pas de code barre sur les produits. Très compliqué de faire de la vente en ligne dans ces conditions. Donc, ils sont obligés de vraiment créer leur petit stock, leur gestion de stock à part. Et puis après, ils photographient chaque produit. Ils décrivent chaque produit. Ils vont chercher sur Internet la cotation de chaque produit. C'est un travail énorme. C'est au moins 20 à 30 minutes par annonce. Et on ne se doute pas de tout ce travail derrière. Après, il faut bien sûr gérer les commandes, il faut conditionner les colis, il faut les remettre au transporteur. Ce sont ces personnes-là qui font toute la chaîne en fait, de la vente en ligne. Et c'est une montée en compétences énorme pour des compagnons, pour des personnes en parcours d'insertion, avec l'outil numérique évidemment au cœur. Alors du coup, depuis 5 ans, vous avez créé combien d'emplois pour les personnes en insertion et puis économiquement, ça génère combien de chiffres d'affaires Label Emmaüs? Alors, la marketplace, finalement, c'est une création d'emplois indirecte, puisque ce sont les partenaires qui alimentent le site et qui ont donc des postes dédiés à la vente en ligne chez eux. On estime qu'il y a environ 400 personnes à l'instant T qui travaillent sur l'activité Label Emmaüs dans les 170 structures partenaires. Nous, notre équipe, on est quasiment 60. Dans les 60, il y a plus de 20 personnes qui sont en poste d'insertion, puisqu'on est aussi une entreprise d'insertion. On a 2 entrepôts logistiques où on a donc des opérateurs qui sont en insertion. Et puis, on a aussi créé une école qui forme des personnes aussi au métier de la vente en ligne. Et donc là, on a formé quasiment 200 personnes depuis le début avec l'école. Excellent. Nicolas Thies, vous aussi, vous créez des emplois chez Dupin et des Roses. Alors, racontez-nous un petit peu Dupin et des Roses, ça a 3 ans, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc vous êtes un fleuriste et donc vous avez créé des emplois. Ça marche comment? Des femmes essentiellement, racontez-nous. Alors, Dupin et des Roses, c'est une structure avec 2 têtes. Une association qui forme des femmes en réinsertion au métier de fleuriste et qui promeut l'utilisation de la fleur française et de saison. Et puis, une structure de l'économie sociale et solidaire, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui propose des services pour les particuliers et les entreprises et qui vient du coup contribuer à la gratuité des formations que l'on mène sur l'association. Donc du coup, il y a un double volet, à la fois formation, à la fois création d'emplois, activité économique. Et donc les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles apprennent à faire un bouquet? Elles apprennent à prendre soin des fleurs? Et qu'est-ce qu'elles apprennent dans vos formations en fait? Exactement. Sur les femmes que l'on accompagne, elles apprennent vraiment les bases du métier de fleuriste. C'est un métier sur lequel on peut se reconvertir rapidement. C'est un métier qui est très esthétique, qui permet de se développer soi. Et en fait, les femmes que l'on accompagne, traditionnellement, on ne leur propose pas un métier qui est créatif, qui est beau, qui est valorisant. Et donc, du coup, on leur apprend... le tout premier cours, c'est un cours sur la vrille, donc qui est la technique qui permet de faire tourner un bouquet sur lui-même et de lui donner une belle forme. Mais ensuite, on apprend à la fois la reconnaissance des végétaux, l'entretien d'une boutique, de la gestion, de la logistique, de la vente. Le métier de fleuriste, c'est un métier très complet et qui, du coup, développe des compétences transversales qui sont très intéressantes et qui peuvent amener à aller vers d'autres métiers, pourquoi pas dans quelques années. Et quand elles sortent de chez vous, elles peuvent dire « ça y est, je suis fleuriste, je peux m'installer ou je peux aller travailler pour un fleuriste » ou c'est une passerelle vers une étape de formation complémentaire? Ça dépend des profils, ça dépend des parcours. Il y a des personnes dans notre formation qui veulent aller directement travailler en boutique parce qu'il y a une envie de s'insérer directement sur le marché du travail. Mais il y a d'autres personnes qui ont envie de poursuivre en trouvant un patron pour passer un CAP,
ou continuer de se développer. Voilà, on a une formation qui est très sur mesure et qui écoute les besoins pour les orienter et les accompagner au mieux dans leur reconversion dans le monde de la flamme. Et vous générez combien de chiffres d'affaires? Du pain et des roses, c'est autour de 350 000 euros de chiffre d'affaires et 200 000 euros de subventions publiques et privées. Et vous, Mozarda, chez Label Emmaüs, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Le budget total, il est de 2,5 millions, là, cette année qui se termine. Il y a une bonne part encore de subventions là-dedans. Donc, on va dire que 1,5 million, c'est le chiffre d'affaires. Le reste, ce sont des subventions. Bon, l'excellente nouvelle dans cette histoire, c'est quand même qu'on est en train de vous dire que l'économie sociale et solidaire, elle crée des emplois. En fait, elle sert à ça essentiellement, pas que, mais enfin bon. Et elle crée en particulier des emplois pour des gens qui sont très éloignés du marché de l'emploi. Donc, chapeau à tous les acteurs de l'ESS qui travaillent sur ce champ d'activité. Comment, Mozarda, est acceptée la réussite entrepreneuriale de Label Emmaüs dans un monde de culture extrêmement associative, en fait? Bon, finalement, le mouvement Emmaüs, c'est un mouvement d'entrepreneurs sociaux. Depuis 70 ans, c'est ça. D'ailleurs, une petite chose dans l'enquête des Échos où j'ai tilté, c'est qu'ils disent que finalement, il y a une seule sorte de structure qui n'a pas trop évolué avec le temps, ce sont les communautés, mais c'est très faux. Puisque en fait, les communautés Emmaüs, c'est la matrice. On vient tous des communautés Emmaüs et toutes les structures d'insertion, même le relais par exemple, est né d'une communauté Emmaüs dans le Nord. Voilà, donc tout le monde est très innovant, créatif dans ce mouvement. Donc c'est pas l'apanage de Label Emmaüs de l'être. Nous, on a un petit côté moderne parce que c'est Emmaüs 2.0. Mais finalement, on n'est que le prolongement de ce que fait Emmaüs dans le monde physique. Alors, est-ce que c'est bien pris, mal pris? Disons que Internet soulève beaucoup de questions, beaucoup de peurs. C'est l'antithèse du lien social pour beaucoup de personnes, et à juste titre, souvent. Et donc, il y a des vraies peurs. Et puis, c'est aussi des modèles ultra-capitalistiques comme Amazon qui défraient la chronique. Et donc, c'est vrai que chez Emmaüs, peut-être certains vont se dire qu'on n'a rien à faire dans cet univers-là. Et justement, si. Il faut y être dans cet univers-là. Il faut y être. Et pour autant, Amazon, c'est pas vos copains. Ben non, c'est justement pour ne pas laisser toute la place à des modèles comme ça. C'est pour ça. De la même façon qu'Emmaüs, dans le monde physique, est un contre-modèle, une épine dans le pied, une façon de montrer qu'on peut faire du commerce autrement. Il faut exactement faire la même chose en ligne. Alors, Nicolas Tizou, ce n'est pas spécialement l'enquête des Échos sur Emmaüs qui vous a marqué cette semaine. Le sujet dont vous aviez envie de nous parler, c'était plutôt la mort de Pierre Rabhi. Donc, je rappelle, Pierre Rabhi, il est mort à 83 ans. On va le voir en photo. Pierre Rabhi, philosophe, écrivain, pionnier de l'agroécologie. Là, il est en couverture du hors-série spécial du magazine Kaizen. Fondateur du mouvement Colibri aussi, qui dit que chacun doit faire sa part. Et on remercie Daniel, une de nos abonnées au Canada, qui nous envoie ce magnifique colibri réalisé par des Indiens Haïda de la côte ouest du Canada. Nicolas Tis, Pierre Rabhi, c'est un personnage qui vous inspire? Alors, Pierre Rabhi, c'est une personnalité controversée qui inspire beaucoup dans le monde de l'ESS. Je pense qu'on a eu de vibrants hommages au moment de sa mort il y a quelques semaines. Et moi, je trouvais intéressant de revenir dessus parce que je trouve qu'au moment de sa mort, on n'a pas assez mis en avant les zones d'ombre ou les zones compliquées du personnage. Lesquelles? Pierre Rabhi, c'est une personne qui a des positionnements réactionnaires, homophobes, transphobes, qui exploite des bénévoles dans ce qui semble être du travail déguisé sur ces exploitations. Donc il y a toute une problématique sociale qui est présente et qui doit poser des questions dans le monde de l'économie sociale et solidaire, puisque on travailler pour quelque chose de plus juste, c'est aussi penser à tout ce qu'il y a derrière notre propre économie. Un jugement très dur que vous avez sur Pierre Rabhi. C'est pas un jugement si dur que ça, c'est un jugement qui est réel. Il a des prises de position qui sont choquantes et il est soutenu par toute une partie de la réaction en France. Et puis au-delà de ça, le modèle agroécologique qui est prôné par Pierre Rabhi, il est également en partie contestable, puisqu'il est inspiré parfois de l'anthroposophie, de pensées magiques, des choses qui ont un fondement scientifique qui semble parfois pas très stable. Donc je trouvais intéressant de pouvoir un petit peu remettre les pendules à l'heure sur ce personnage. De temps en temps, il faut penser que l'économie sociale et solidaire
peut être un petit peu plus scientifique que des personnages qui sont très mis en avant médiatiquement pour porter le mouvement. Donc Pierre Rabhi ne vous a pas inspiré plus que ça. Et Maud Sarda, vous, voilà, Pierre Rabhi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vous inspire de la défiance ou au contraire, vous êtes une fan? Non, ni l'un ni l'autre, je dirais, parce que je ne pense pas avoir été autant au contact peut-être de ces théories, et puis par le domaine d'activité où je suis, je suis moins en ligne avec tout ce qui est agriculture, mais en revanche, c'est vrai que la théorie du colibri questionne. Je pense que quand elle est née, elle a apporté beaucoup d'espoir, c'est une très belle vision. Malheureusement, maintenant, ça ne suffit plus. Et je pense qu'elle participe à déculpabiliser aussi un paquet de pouvoirs en place. Et voilà, un peu schématiquement, c'est un peu le meilleur copain du CAC 40, quoi. Il y a un moment donné, pour voilà. Ceux qui ne savent pas, donc pour ceux qui ne sauraient pas dans l'économie sociale et solidaire, enfin bon, j'ai des doutes, mais quand même, la théorie du colibri, c'est cette théorie qui dit que le colibri, avec son petit bec et ses petites gouttes d'eau, va contribuer à éteindre un incendie de forêt. Et la morale, c'est donc, elle consiste à dire que chacun doit faire sa part pour contribuer à un mouvement d'ensemble. Et pourquoi le colibri est le meilleur copain du CAC 40 ? Parce qu'il y en a qui doivent faire un petit peu plus que les autres. Parce qu'ils ont les clés d'une grande partie de la solution. Donc voilà, ça ne va pas suffire que chaque être humain fasse un petit peu. Il va falloir que les puissances économiques en place changent vraiment diamétralement de système. C'est quand même, on doit tourner à 180 degrés là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une théorie qui, aujourd'hui, n'est peut-être plus la bonne pour parce qu'il n'y a plus une transition qu'on a à faire là, c'est une révolution. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Mais je respecte par ailleurs toutes les personnes qui croient en cette théorie ou qui y ont cru. Donc Maud Sarda appelle à une révolution dans le CAC 40 et elle s'adresse directement aux 40 PDG de ces entreprises-là. Il faut changer maintenant. On passe tout de suite à l'actualité de Noël. C'est évidemment l'actualité qui surpasse toutes les autres cette semaine. C'est Noël, bien sûr, Noël dans l'économie sociale et solidaire. Et je vais inviter tout de suite sur ce plateau Émilie Josse, elle est journaliste à Mediatico, parce qu'avant d'entendre ce que les acteurs de l'ESS ont à nous dire, on s'est dit chez Mediatico qu'on voulait savoir si les Français achetaient beaucoup ou pas de produits écologiques, responsables, solidaires. Et donc, bienvenue Émilie sur le plateau de ESS On Air. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, bonjour à tous et à tous ceux qui nous regardent. Alors effectivement, Noël, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est demain. Et Noël, c'est évidemment la joie de partager des moments en famille autour de repas copieux. Mais c'est principalement, et plutôt pour la joie des enfants, les cadeaux sous le sapin. Et cette année, disons-le, malgré la COP26 et les débats sur la surconsommation, les Français sont loin de lever le pied sur leurs dépenses en période de fête. C'est sûr, ça consomme, oui. ça n'arrête pas. Effectivement, Frédéric. Une étude réalisée par Kantar dévoile que les Français dépensent en moyenne cette année 269 € pour les cadeaux de Noël. Donc c'est le budget moyen, 269 € pour faire des cadeaux. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on ne se rend pas compte en fait, si on veut comparer. Alors justement, c'est légèrement plus que l'année précédente, donc un pouvoir d'achat certes qui augmente pour les cadeaux, mais grand changement cette année, la tendance d'achat, c'est la seconde main, et surtout chez les jeunes. Effectivement, là, c'est une étude réalisée par Ipsos qui révèle qu'un quart des moins de 35 ans ont prévu d'acheter leurs cadeaux sur des sites spécialisés dans la vente d'occasion, dans les brocantes ou encore dans les enseignes de l'économie sociale et solidaire. Alors, très bonne nouvelle pour l'économie sociale et solidaire, d'accord. Mais est-ce que c'est une tendance qui stagne, qui monte ou qui explose ? Eh bien oui Frédéric, n'en déplaise aux adeptes du gaspillage. Donner une deuxième vie aux objets, ça séduit de plus en plus de Français. Et ça tombe bien parce qu'à partir du 1er janvier 2022, une nouvelle mesure de la loi anti-gaspillage va entrer en vigueur. Celle-ci interdit notamment la destruction des articles invendus non alimentaires, donc des vêtements, des chaussures, des meubles, des produits d'hygiène ou encore l'électroménager. Enfin bref, de quoi ravir les associations et les acteurs de l'économie circulaire.
Et voilà, encore une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Émilie Merci à Josse. On vous va et arrêter de très détruire bonnes des fêtes. objets. Merci, très, très bonne fête à vous aussi. Alors, petite question quand même à Nicolas Tisse. Là, ça marche bien cette période de Noël pour un fleuriste solidaire comme du Pain et des Roses? Pour tous les fleuristes, Noël c'est un temps fort. Et donc du coup ça marche extrêmement bien. Nous on a en plus des services aux entreprises. Ça va être de la décoration, des arbres de Noël, des ateliers qui viennent contribuer très fortement à notre activité. Donc c'est vraiment un très beau temps fort pour nous. Avec la vague de Covid, on a été un peu impacté. On a eu beaucoup d'annulations d'événements sur la dernière semaine. Oui, parce que ça fait partie de votre modèle économique, ça, les événements. Vous allez fleurir les lieux événementiels. Exactement. Et donc il y a eu un grand nombre d'annulations. Donc même si ça a été un gros temps fort et que ça a bien marché pour nous, ça aurait pu mieux marcher. On a un peu souffert de cette nouvelle vague. Est-ce que vous le sentez, vous, chez les clients, chez les consommateurs qui viennent chez Du Pain et des Roses? Est-ce qu'ils vous demandent, est-ce qu'ils vous font des remarques éthiques, solidaires? Est-ce qu'ils ne viennent pas chez vous par hasard, en fait? En effet, Du Pain et des Roses, c'est des gens qui viennent pour qui on est, qui soutiennent nos valeurs à la fois écologiques, à la fois sociales. Et en effet, il y a des vrais questionnements de la part de nos clients. Qu'est-ce que vous faites des fleurs à la fin d'un événement? Est-ce qu'elles vont être réutilisées? Est-ce qu'elles vont être données? Nous, c'est ce qu'on fait. On réutilise autant que faire se peut les fleurs que l'on utilise sur un événement. Donc un événement, en moyenne, ça dure entre 3 et 6 heures. Donc la durée de vie d'une fleur dans un bouquet, c'est un petit peu plus longtemps. Nous, on a C'est combien la durée de vie d'une fleur? Si elle est bien entretenue, ça dure une dizaine de jours. Un bouquet coupé, ça dure une dizaine de jours. Peut-être un petit peu plus. Et donc du coup, nous, on réutilise ces fleurs dans le cadre de nos formations. On fait également des dons à tout un tas d'acteurs sociaux quand on peut le faire. Voilà. Maud Sarda, vous la sentez, vous, cette vague montante des cadeaux solidaires et responsables? Oui, ça fait déjà plusieurs années quand même qu'on sent cette croissance. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui se démocratise vraiment largement. C'est plus la honte d'offrir de l'occasion à Noël. Et presque on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'inverser. Pour certains, c'est devenu la honte d'offrir du neuf, de l'emballer dans un paquet cadeau qu'on va déchirer puis jeter tout de suite, de le faire venir de Chine, que ça soit tout du plastique. Vous dites que c'est la honte parce que c'est vous, parce que vous êtes label Emmaüs, mais en vrai, vous croyez vraiment que les Français, ils ont honte d'offrir des cadeaux neufs? Bon, je dis, c'est en train tranquillement de basculer. Hein. Non, mais on parle. Dans mon cercle d'amis, c'est le cas. Il se passe des trucs en France, c'est incroyable. Alors, je sais que je suis dans un microcosme un peu particulier. Hein. Mes amis sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est des gens qui sont éveillés sur ces questions-là, mais on ne dépenserait pas 260 € de neuf pour Noël. C'est quelque chose qui semble hors sol. Et en même temps, Maud Sarda, quand Émilie Josse nous dit qu'il y a un quart des jeunes de moins de 35 ans qui sont prêts à acheter des cadeaux de seconde main, je me dis, c'est pas beaucoup en fait, un quart, 25%, il y en a 75% qui restent à convaincre. Oui, alors après la proportion sur la population au global, alors c'est de l'intention, mais cette année c'était quand même quasiment 60% de la population qui se disait prête à acheter de la seconde main pour Noël. Alors c'est peut-être juste un cadeau parmi 10, mais quand même on transite petit à petit. De seconde main, en priorité, c'est du téléphone parce qu'au prix des téléphones neufs actuels, c'est insupportable. On est obligé d'acheter de la seconde main aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des produits où c'est plus naturel. Le smartphone, évidemment. Les vêtements aussi quand même, ça fait les livres, voilà. Alors après, vous avez beaucoup de livres. Hein, on a beaucoup de livres, oui. Ça, on n'en manque pas, effectivement. Non, mais il faut bien dire ce qui est. Les livres qu'on a, ils sont neufs. Enfin, ils sont comme neufs. C'est impressionnant. On a un marché de production qui est tel. Il faut savoir quand même que les maisons d'édition, quand elles produisent un livre, elles éditent un livre, elles savent que 25% va partir au pilon. C'est programmé en fait. C'est programmé quand elles éditent un livre. Bon voilà, ça pose quand même quelques petites questions. Et le mouvement Emmaüs reçoit 30 à 40 millions de livres par an en collecte. C'est gigantesque. On est la première librairie de France. Bravo. Mais oui, voilà, c'est mathématique. Une nouvelle punchline. C'est mathématique. Bon, alors il y a aussi la dimension circuit local, cadeau local, circuit court proximité qui compte de plus en plus
quand on fait des cadeaux à Noël. Regardez cette photo, cette information qui nous a été communiquée hier par l'association Pleine Mer, qui soutient les pêcheries communautaires en France, comme ici la Paysanne des Mers que vous voyez à Calais. Pleine Mer nous dit de ne pas acheter à Noël des crevettes ou du saumon d'élevage, mais de privilégier la pêche artisanale, locale et durable. Nicolas, Maud, est-ce que vous travaillez exclusivement en circuit court, tous les deux? Comment ça se passe chez vous? Maud, d'abord. Alors, on fait du e-commerce chez Label Emmaüs. Alors, je serais mentir de dire que je fais du circuit court. J'en fais quand même pas mal parce qu'on a un bilan carbone qu'on fait depuis déjà 2-3 ans sur vraiment les 3 scopes de notre activité, pour ceux qui connaissent un petit peu le bilan carbone. Et en fait, on est 7 fois moins impactant qu'un magasin physique qui vendrait les mêmes produits que nous. Comment vous faites ça? Alors déjà, c'est quelquefois une fausse idée qu'on a, que le e-commerce est pire que le commerce physique. Tout dépend de la façon dont on le fait. Nos livres, on va les chercher en circuit court, puisqu'on va chercher les surplus des Emmaüs, des ressourceries qui ne se vendent pas localement, uniquement sur l'échelle d'une région. On le trie, on le vend en ligne. Là, bien sûr, après, ça part dans toute la France. Mais ça part principalement en point relais. On mutualise du coup les livraisons. C'est mieux que la voiture individuelle qui va dans un magasin. Les entrepôts, ils ne sont pas chauffés, ils ne sont pas climatisés comme un magasin lait. C'est aussi les délais de livraison. On ne fait pas de la livraison express comme ça commence par A, ça finit par N, par exemple. Donc ça, en quelques heures, c'est une catastrophe écologique. Nous, on livre en 3-4 jours et ça fait une énorme différence. Et puis, on a beaucoup d'emballages récupérés aussi. 60% de nos emballages sont récupérés. Et Nicolas Thies, alors vous, les fleurs, circuit court, on sait que ça vient de Hollande et même du Kenya. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que vous travaillez? Non. Pas du tout. Comme Label Emmaüs montre qu'il y a une autre manière de vivre le e-commerce, Du pain et des roses montre qu'il y a une autre manière de vivre la fleur. Nous, on travaille en partie en circuit court. Je dis en partie parce qu'il y a toute une partie de notre activité où on rencontre directement les producteurs quand on fait le marché de Rungis. Donc, on voit les gens qui ont fait pousser les produits que l'on vend ensuite dans nos boutiques en ligne ou qui sont présents sur nos événements. Mais il y a aussi toute une partie qui est de la revente en réalité, mais on travaille qu'avec de la fleur française pour éviter qu'une fleur pousse en Équateur, transite par la Hollande en avion ou congelée et en vienne ensuite en France. Et puis, vous vendez aussi des sapins de Noël en ce moment. Donc, clairement, si vous n'avez pas encore acheté votre sapin de Noël, c'est le jour ou jamais. Vous allez chez Du Pain et des Roses, vous commandez votre sapin de Noël. Ils viennent d'où vos sapins? Ils viennent de Bretagne cette année. De Bretagne. Tous nos sapins viennent de Bretagne. J'aurais dit les Cévennes, ou je ne sais pas. Non, ils viennent de Bretagne, vos sapins. Tous nos sapins viennent de Bretagne, en effet. D'accord. Donc, circuit court. Circuit court, on n'achète pas directement au producteur, on passe par un grossiste, mais voilà, les étapes sont quand même très courtes et donc du coup le sapin est français et avec un impact écologique minimal. Et alors, qu'est-ce qui devient le sapin au mois de janvier? C'est une très bonne question. Pour certains, il y a la possibilité d'acheter du sapin en pot et les plus chanceux d'entre eux peuvent le replanter dans leur jardin. Mais aujourd'hui, la plupart des sapins que l'on vend, c'est des sapins qu'on appelle bûchés, donc c'est-à-dire qu'ils sont coupés, mis sur une demi-bûche. Et donc du coup, là, le sapin meurt doucement dans le salon. Donc on a le droit de culpabiliser quand on achète un sapin, ou on peut se dire c'est pas grave parce qu'on replante les sapins pour renouveler la forêt? Comment est-ce qu'il faut réfléchir à cette question-là? Cette question elle est intéressante parce que si on n'a pas de sapin, quelle est l'alternative? Il y a des gens qui pensent que d'acheter du faux sapin c'est écologique. Or c'est très faux. Du sapin en plastique? Du sapin en plastique, exactement. C'est très faux. Acheter du sapin en plastique, ça pollue énormément. Même si on le réutilise pendant 10 ans? Ouais, exactement, parce que de toute façon, ce sapin finit par se détériorer et on ne retombe pas sur l'usage que l'on pourrait avoir du végétal. Et donc du coup, le sapin, lui, peut être recyclé. La mairie de Paris a une très belle initiative. Il y a des cimetières à sapins qui sont mis en place dès la fin des fêtes. Et donc du coup, les sapins sont récupérés et utilisés pour faire pour réutiliser dans de la menuiserie et de l'usage, il me semble, de la litière, des choses comme ça.
Maud Sarda, pour vous, la seconde main, elle est en amont et en aval de votre chaîne de valeur. Vous récupérez des objets de seconde main, vous les revendez, ça marche. Du coup, il y a des concurrents qui arrivent sur le marché, qui s'engouffrent. Le Bon Coin, Vinted, est-ce qu'ils sont écolos? Écolo. Alors, dans le cas de Vinted, il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que ça pousse plus à la consommation, que ça réfrène notre consommation. Voilà, le textile, je pense que c'est un secret pour personne, est quand même le deuxième émetteur carbone, la mode, le secteur de la mode, deuxième émetteur carbone dans le monde. Donc on sait qu'il faut, a priori, consommer 2 à 3 fois moins, on n'a pas tellement de choix, pour respecter les objectifs. Donc Vinted ne va pas dans ce sens-là. Ouais. De toute façon, oui, évidemment. Et donc tout est fait, évidemment, sur la plateforme pour avoir un peu une frénésie quand même de revente pour racheter, pour revendre, etc. Donc non, je ne pense pas que ça soit écologique, même si c'est de la seconde main. Donc c'est la méthode marketing qu'il y a derrière, en fait, qui est à mettre en cause. Oui, d'une certaine façon. Et puis après, il y a tous les acteurs aujourd'hui qui arrivent sur la seconde main, un peu n'importe comment. On sent qu'effectivement, c'est le créneau qu'il faut absolument développer pour les marques. Et quand une marque propose aux consommateurs de ramener ses produits d'occasion contre un bon d'achat pour du neuf... À quelle marque vous pensez ? On a le droit de dénoncer. Absolument toutes les marques qui aujourd'hui proposent de ramener des produits, que ce soit The Couple, ce petit bateau, les corners d'occasion de Leclerc, Ikea, voilà. C'est le modèle en place. Quand on ramène ces produits, on a des bons d'achat pour du neuf dans l'enseigne correspondante. Donc c'est quand même un non-sens écologique pour moi de transformer l'occasion en neuf. Il y a aussi un marchand de chaussures que vous n'aimez pas, hein. J'ai lu ça sur LinkedIn, moi. Bon. Ah oui, alors après, c'est vrai que des marques comme Zalando, bon, là, on est vraiment au summum du greenwashing. On se demande comment ils peuvent faire pour faire des publicités comme ça, où on voit des gens qui respirent de l'air pur, les cheveux qui volent, etc. Zalando, donc c'est allemand à la base, son succès se base sur un retour gratuit des produits. Donc en Allemagne, par exemple, les taux de retour atteignent 60 à 80%. Donc leur théorie, c'est acheter prenez du 40, du 42, du 38, vous essayez chez vous, puis vous renvoyez le reste, de toute façon c'est gratuit. Voilà, les gens retournent 60 à 80% des produits. J'aimerais bien connaître leur impact carbone, et derrière, ils ouvrent une gamme de seconde main et ils montrent des gens qui respirent l'air pur autour d'eux. C'est quand même incroyable. Et puis pour finir la critique, évidemment, donc un, ils ne sont pas écologiques, et deux, ils ne sont pas solidaires non plus, si on compare avec ce que fait Label Emmaüs. Bien sûr. Moi, j'ai envie de dire à toutes ces marques, aucun problème, prenez les produits qu'avant les gens donnaient à Emmaüs ou au Secours Populaire ou à la Croix-Rouge, et en même temps, si vous pouviez ouvrir des postes de travail et puis des centres d'hébergement pour les milliers de personnes qu'on accueille chaque année, super, dans ce cas-là. Allez, on passe tout de suite à l'actu des acteurs de l'économie sociale et solidaire eux-mêmes. Nicolas Thys, votre actu 2022, parce qu'on va se projeter sur 2022 tout de suite, c'est d'une part un développement à Nantes, vous grandissez, et puis vous avez des envies de perfectionnement de votre système de formation, j'ai envie de dire. Racontez-nous un petit peu. Exactement. Peut-être pour commencer par notre système de formation, du Pain et des Roses va en 2022 devenir une école. Et donc, nos formations vont être certifiantes, reconnues par la profession, et donc vont permettre une bien meilleure insertion des personnes que l'on accompagne dans le monde de la fleur. C'est un cheminement qui date de très longue date, puisqu'on a depuis très longtemps envie de se professionnaliser, mais c'est compliqué dans le monde de la formation de trouver le bon modèle, de trouver les bonnes ficelles, on va dire. Et donc là, on est en train d'aboutir à la création d'une vraie école et d'un vrai CQP. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de trouver des locaux, il va y avoir des classes avec des enseignants, il faut trouver des enseignants, il faut trouver des parcours de formation. Ça dure combien de temps? Racontez-nous.
Alors, On a envie de savoir. on a déjà une salle de classe et on donne déjà cours dans nos bureaux, dans nos locaux. En fait, là, ce qui se passe, c'est que la formation s'allonge, se professionnalise avec, on va dire que là, c'était une formation un petit peu maison avec des acteurs qui nous connaissent, qu'on nous fait confiance. Formation maison ne veut pas dire formation de moindre qualité, mais là, on fait des formations qui sont plus longues avec un référentiel qui est celui d'un CQP. CQP, c'est un niveau de Certificat formation de qualification professionnelle. Pour être très simple, pour vulgariser, c'est ce qu'il y a en dessous d'un CAP. C'est la D'accord. première marche à l'étrier dans la formation. Mais ça veut dire que c'est une reconnaissance aussi de votre formation par le ministère du Travail. Et- C'est ça que ça signifie. Et par la profession. Par la C'est- profession, C'est d'accord. au niveau de la branche que ça se passe. Et donc voilà, c'est la première marche. Pourquoi pas par la suite CAP, Excellent. Et alors, votre développement à Nantes, ça veut dire que vous ouvrez quoi? Une boutique, une salle de cours, un kiosque, comme vous en avez un dans le 9e arrondissement de Paris? À Nantes, on fait comme on a fait à Paris en 2017, c'est-à-dire qu'on commence par des ateliers auprès de femmes en réinsertion directement dans les centres d'hébergement. Ça peut être, là actuellement, nous sommes dans un centre d'hébergement et donc on peut proposer à des femmes de se reconvertir ou de découvrir le métier de fleuriste pour susciter des envies, pour sortir de chez soi, pour découvrir un petit peu ce nouveau métier. Et donc du coup, on y va à nouveau en douceur. On commence par ces petits ateliers et puis ensuite, on va se professionnaliser, créer un parcours de formation qui correspond aux enjeux du territoire nantais qui sont très différents du territoire francilien. En Ile-de-France, on manque de fleuristes. Donc c'est un métier sur lequel il est très facile de se reconvertir. Dans le Grand Ouest, c'est quelque chose qui est un petit peu moins simple. Donc on s'adapte aux spécificités du territoire en ce sens. Et c'est la première fois que vous sortez d'Île-de-France C'est la avec Nantes? première fois qu'on sort d'Île-de-France. Le métier de fleuriste est très territorialisé puisque en fait on travaille par bassin en fait. La filière est organisée par bassin et donc du coup là c'est le grand pas vers le Grand Ouest. Mozarda, vous aussi, vous avez un enjeu de formation pour 2022, mais alors vous êtes, parce que vous êtes dans le numérique, donc c'est du e-learning que vous allez mettre en place. Oui, alors notre école, elle a 2 ans, la belle école, et on est tout juste certifiant là, ça y est. Et c'est vrai que c'est un sacré parcours du combattant quand même, hein, c'est pas simple. On ne se rend pas compte. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est compliqué, c'est de répondre aux enjeux de formation des publics qui viennent dans nos formations. Donc nous, notre école, elle forme au métier de la vente en ligne. En fait, dans la vente en ligne, il y a tout un tas de choses, hein. On peut faire un petit peu de développement informatique, mais on peut aussi faire du graphisme, on peut aussi faire du service client. Voilà, la palette est assez large, qui nous permet d'accueillir des gens aussi qui sont très peu qualifiés académiquement, qui ont une vraie appétence pour le numérique. Il y a 50% de femmes, ce qui est très rare quand même dans le milieu du numérique, hein, parce que c'est des métiers qui leur font peut-être un peu moins peur que le développement informatique, par exemple, pur et dur. Donc ça, c'est bien. C'est des métiers donc assez accessibles. Le problème, c'est que c'est des personnes donc, qui, pour la plupart, n'ont pas le bac. Et là, les diplômes, c'est par exemple celui qu'on fait passer est un équivalent Bac+3 quand même. Hein. Designer web, un diplôme d'État, hein, reconnu au registre national des compétences. Et voilà, la marche, elle est quand même élevée, donc on fait tout un tas de petites formations pour y arriver. Mais en fait, les financements sont assez rares. Hein. Donc, c'est les financements publics, vraiment de la formation professionnelle. Il faut être certifiant pour pouvoir avoir le CPF, par exemple, être en alternance, le compte personnel de formation. Voilà, c'est des budgets comme ça qu'on peut activer qu'une fois la certification en place. Seulement, dans nos publics, tout le monde ne peut pas atteindre cette certification. Donc, il faut trouver des fonds privés pour compenser. Voilà, c'est ça qui est un peu complexe. Là, vous avez cette reconnaissance. Votre objectif 2022, c'est quoi? Et donc 2022, l'objectif, c'est d'essaimer effectivement à travers cette plateforme d'e-learning, parce qu'on aimerait bien avoir de nouvelles écoles physiques, hein, mais en attendant, le développement se fera aussi plus vite avec du téléprésentiel, qu'on a réussi très bien à mettre en place pendant la crise sanitaire.
donc une sorte un peu entre guillemets d'open classroom à la Label Emmaüs, quoi. Et la difficulté, c'est d'y mettre tout notre accompagnement. C'est ça notre plus-value, c'est qu'on va être très très proche des apprenants. On va vraiment les accompagner dans tous les moments. Ils ont beaucoup par exemple de cours de soft skills, les compétences douces, sur l'estime de soi, la prise de parole en public, etc. Un jour par semaine est dédié à ça. C'est quand même un 5e du temps. Donc ça, il faut réussir à le traduire en ligne. C'est pas si simple. Voilà, c'est ça un peu le projet. Joli défi. Et puis pour rester dans le numérique, vous avez un projet de création d'une application, une app pour téléphone portable, Label Emmaüs Tréma. Et oui, ça serait bien quand même qu'on ait une app après 5 ans de vie de la marketplace. Alors notre site, il est ce qu'on appelle responsive design, donc normalement sur smartphone, il n'y a pas de souci pour naviguer, acheter, etc. Mais avec une app, on peut proposer d'autres choses en fait, un autre univers, d'autres fonctionnalités. Donc, et surtout, effectivement, on pourrait peut-être fusionner le fait d'acheter et de donner des produits à travers une app. Donner sur Tréma pour financer des projets de solidarité et acheter sur Label Emmaüs pour, pareil, financer la solidarité par son achat. Ceux qui veulent chercher Tréma, c'est TRE2MA comme Emmaüs, vous voyez, donc le petit jeu de mots, voilà. Bravo pour ça. On regarde tout de suite pour finir cette émission, quelle est l'info positive que vous avez envie de partager avec nous. Donc pour terminer ESS On Air aujourd'hui, Nicolas Thys, vous avez une info dont on a déjà un petit peu parlé dans l'émission, mais qui compte particulièrement à vos yeux. Tout à fait. Pour moi, c'est intéressant, enfin même c'est très important qu'en 2022, on ne puisse plus détruire les invendus non alimentaires. Absolument. En fait, c'est aller plus loin dans cette question sur les invendus qui fait débat depuis, je pense, plus d'une dizaine d'années. En réalité, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dans le monde de la fleur, il y a cette culture d'avoir un gros étal qui fait envie avec des fleuristes qui assument avoir énormément d'invendus et qui tout simplement terminent à la poubelle. Donc nous, on essaye d'avoir un modèle qui permet la réutilisation. Déjà, on travaille beaucoup sur l'optimisation de nos achats, on achète un petit peu juste ce qu'il faut et on essaye au maximum de réutiliser les produits dans d'autres cadres s'ils ne sont pas vendus dans notre boutique. Mais c'est surtout très intéressant parce que ça va amener cette culture en fait de ne plus surproduire et ça va poser des questions aux acteurs au moment de la création du produit. Qu'est-ce que j'en fais si j'en ai trop? Qu'est-ce que je fais s'il y en a trop? Et ça va permettre de changer le système de manière générale. Voilà, donc cette loi contre le gaspillage alimentaire et pour l'économie circulaire, la loi AGEC, qui interdit de détruire les invendus non alimentaires et donc on va les redistribuer aux associations. C'est ça en fait qu'on attend des distributeurs et des producteurs, des fabricants de produits. Maud Sarda, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer Je sais pas, on est le 23 décembre. J'ai un peu séché, j'avoue. Alors du coup, j'ai basiquement, ma bonne nouvelle, c'est le Père Noël passe demain. Oui, effectivement, c'est... mais après, la loi AGEC, oui, c'est sûrement une des meilleures nouvelles dans le secteur du réemploi. Et si je en choisir une, j'aurais choisi aussi celle-ci. Je mets une toute petite nuance sur... c'est une super nouvelle pour les associations qui vont récupérer tout ça. Il faut savoir qu'avant la loi AGEC, les associations ne récupéraient que 3% des invendus non alimentaires. Pourquoi ? Parce que le reste des invendus est vendu à des stockeurs, à des brokers, voilà, hop, qui la plupart du temps l'exportent en Europe de l'Est ou voilà, ailleurs. Et dans cette loi, il y a un peu d'incitation à donner plus au secteur associatif, mais c'est pas très précis, c'est pas très contraignant. Voilà, donc il va falloir quand même se battre le monde associatif pour faire valoir que c'est pas la même chose quand même de vendre ces invendus à l'étranger ou de les donner au secteur solidaire. Voilà.
En tous les cas, un grand merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Mediatico pour cette émission ESS On Air, la première émission qui donne la parole aux acteurs de l'ESS pour leur permettre de s'exprimer sur l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi sur les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur nos réseaux. Et puis abonnez-vous à mediatico.fr aussi pour avoir accès à l'ensemble de nos contenus gratuitement sur Internet. Prochain rendez-vous au mois de janvier. D'ici là, restez positifs et solidaires.